Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, coordinateur de la France Insoumise, député LFI des Bouches-du-Rhône. Vous étiez d'ailleurs ce week-end à Marseille, on en parlait hors caméra. À mes côtés, durant cette heure d'interview, Arlette Chabot. Bonjour à vous. Bonjour. Et effectivement, comment réduire le déficit de nos finances publiques? La proposition encore très floue du Premier ministre François Bayrou. La France Insoumise va-t-il censurer le gouvernement? Et puis la présidentielle, dans toutes les têtes. Une union des gauches de plus en plus impossible, autant de sujets à aborder ensemble. Mais d'abord, Manuel Bompard, cette charge qui ne vous a pas sans doute échappé de Laurent Wauquiez, candidat Les Républicains pour la présidence du parti dans le JDD. Voilà ces mots. Mélenchon est une menace. Il faut un cordon sanitaire autour de LFI. Finalement, un peu comme le vocabulaire utilisé à l'encontre de l'ancien Front National, nouveau Rassemblement National. Il ne faut plus passer du tout d'accord avec vous. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu cette interview? Je me suis dit vivement le vote du Congrès des Républicains, parce que chaque semaine, M. Wauquiez arrive avec une proposition et des propos encore plus outranciers que la semaine précédente. Il y a quelques jours, il proposait d'envoyer des gens à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous en rappelez. Cette semaine, les OQTF, en effet, en l'occurrence. Il proposait, je ne sais plus, une commission d'enquête sur la France Insoumise. Je me dis, mais s'il reste encore trop de semaines, il va inventer quoi? Supprimer l'Assemblée nationale, interdire le couscous partout en France. Franchement, vivement le vote des Républicains pour qu'on soit débarrassé des outrances de M. Wauquiez. Vous avez l'air de prendre ça très à la légère, mais Arlette, on a lu, et je pense comme vous, l'interview attentivement. Il y a aussi une proposition, notamment de la création d'une commission d'enquête, Arlette Chabot. Oui, commission d'enquête qui pourrait faire la lumière sur les relations qu'aurait la France Insoumise avec les islamistes. Si cette commission d'enquête est créée, existe, vous viendrez répondre aux questions qui vous seront posées. Bon, si je le prends effectivement à la légère, parce que je trouve ça tellement outrancier, tellement ridicule que j'ai pas envie de donner, si vous voulez, de la crédibilité. Vous savez, les gens, ils souffrent beaucoup. Dans ce pays, il y a de grandes difficultés. Et je pense que voir ce spectacle-là, je trouve ça assez pathétique. Maintenant, madame, je crois que cette commission d'enquête ne verra pas le jour, comme je crois que la proposition qui a été faite par Laurent Wauquiez, dont je parlais tout à l'heure, ne verra pas le jour non plus, et que ce sont seulement des propos de congrès. Et je trouve que ça donne Bruno Retailleau. Oui, bien sûr. Je pense que Monsieur Wauquiez est à la dérive. Qu'il se rend compte que malheureusement pour lui, il pensait que ça serait une promenade de santé pour lui, que M. Retailleau le concurrence, de manière parfois tout aussi outrancière d'ailleurs. Et vous attaquez, vous, la France Insoumise fait partie de ces arguments. Oui, mais moi j'ai envie de lui dire franchement, débrouillez-vous entre vous, laissez-nous tranquilles, parce que en fait moi ça m'importe assez peu de savoir qui va être le prochain président du parti Les Républicains. Mais vous voyez, j'ai pas envie de réagir sérieusement à des mesures qui sont pas sérieuses, parce que sinon c'est de leur donner de la crédibilité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que dans ce pays il y a des problème suffisamment sérieux et que je me dis que les gens qui sont confrontés à ces difficultés, quand ils voient ça, ça donne une bien mauvaise image de la politique. On va passer évidemment à aborder bien d'autres sujets, mais juste sur cette commission d'enquête souhaitée par le président des députés. Relancez pas trop, vous allez lui donner de l'importance. En tout cas, c'est une proposition qu'il fait. Et il a la possibilité, vous dites que ça ne pourra pas avoir lieu, mais la possibilité, soit que ce soit décidé par la présidence de l'Assemblée, il peut le demander, décider en conférence des présidents, soit le droit de tirage aux téléspectateurs. Il faut qu'il y ait une majorité de députés qui la votent. Donc je crois que ça ne sera pas le cas. Et puis peut-être qu'on pourrait faire une commission. Sauf que quand on voit le paysage politique, pardonnez-moi, et les oppositions, vous n'avez pas que des amis au sein de l'Assemblée nationale, c'est loin de le dire. Ça m'a pas échappé, mais j'espère que, vous savez, que la France Insoumise, elle soit critiquée pour ses positions, pour son programme, etc. Ça, c'est la vie politique, c'est la démocratie, ça me dérange pas, évidemment. Et qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord avec nous à l'Assemblée nationale, heureusement, sinon il y aurait pas vraiment de démocratie. Mais quand on vienne à de telles outrances, c'est ridicule. Moi, je pourrais dire, par exemple, qu'on pourrait créer une commission d'enquête sur les liens entre M. Wauquiez et le Rassemblement national, par exemple. Ce serait intéressant. Vous pourriez le proposer. On pourrait la proposer à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas très sérieux, en fait. Donc je pense que M. Wauquiez, il devrait arrêter de dire des bêtises et il devrait essayer de proposer des réponses aux difficultés concrètes et sérieuses auxquelles les Françaises et les Français sont confrontés. Je vois que c'est haro sur la France Insoumise, mais je dois peut-être rappeler que depuis à peu près 30 ans dans ce pays, c'est le parti de M. Wauquiez qui a participé au gouvernement pendant plus de 20 ans. Donc s'il y a des difficultés aujourd'hui dans ce pays, elles sont pas de la faute de la France Insoumise, qui n'a pas été au gouvernement depuis 30 ans. Elles sont par contre vraiment de la faute de M. Wauquiez et de ses amis. Mais Laurent Wauquiez regarde aussi les enquêtes d'opinion. Elles vous sont pas très favorables, on dit quoi? Depuis début 2023, depuis après l'élection présidentielle,
On voit bien qu'une grande majorité de Français, c'était une enquête Ipsos, considèrent que vous êtes un parti dangereux, ils n'ont pas envie de vous confier le pouvoir. On avait même dit, et c'est le cas d'ailleurs, qu'entre le RN et vous, le parti qu'on regarde avec beaucoup plus de sérénité et d'inquiétude, c'est le Rassemblement national et c'est pas vous. Ça doit quand même, au bout d'un moment, peut-être vous interroger. Non, parce que j'y crois pas du tout. D'ailleurs, vous ne voyez pas ces enquêtes ? Non, pas du tout. D'ailleurs, regardez. Publiées par Le Monde, donc. Oui, mais pas de problème, madame. Mais regardez, 27 enquêtes sur 27 au moment des élections législatives, 27 sondages disaient que le Rassemblement national allait prendre le pouvoir. 27 sondages sur 27. Vous voyez ? Et finalement, le Rassemblement national n'a pas pris le pouvoir. Et on disait que le Rassemblement national avait été dédiabolisé et que, de toute façon, à quoi on a assisté au deuxième tour, à une mobilisation massive dans la population pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir. Quant aux enquêtes à propos de la France insoumise elle-même, dois-je vous rappeler que à quelques semaines de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon, notre candidat, était annoncé à 8 ou 9% et que finalement il a fait 22% des voix. Donc, en démocratie, c'est pas les enquêtes d'opinion qui décident, c'est les Françaises et les Français par le vote, et heureusement. Et donc, moi, je continue à faire mon travail avec mes collègues pour essayer d'apporter des réponses aux questions qui sont posées aujourd'hui dans le pays, et faire en sorte que, après, les Françaises et les Français, ils aient le choix. Et s'ils ont envie de voter pour nous, ils votent pour nous. S'ils n'ont pas envie de voter pour nous, ils votent pas pour nous. C'est ça la démocratie. Vous n'êtes pas un parti qui inquiète aujourd'hui ? Mais il y a des gens peut-être qu'il faut inquiéter, effectivement. Moi, je considère que, vous savez, les gens qui s'en sont mis plein les poches ces dernières années, qui ont bénéficié de la part d'Emmanuel Macron de cadeaux permanents. D'ailleurs, on parlait du déficit tout à l'heure. C'est cette politique qui est responsable aujourd'hui des difficultés économiques du pays. Ah oui, ces gens-là, je reconnais avoir pour intention de les inquiéter, parce que si nous arrivons au pouvoir, il faudra qu'ils contribuent davantage à la solidarité nationale. Et on évoquera donc ça peut les inquiéter, mais vous inquiétez pas, tout ça, la France insoumise, elle en a toujours fait la démonstration. Par la démocratie, voilà. Donc si les gens votent pour nous, c'est notre programme qui s'appliquera. Sinon, c'est pas notre programme qui s'appliquera. Et je pense que les gens, ils ont intérêt à ce que ça soit notre programme. On évoquera dans quelques instants les pistes du gouvernement justement pour ce budget 2026. Juste sur ce climat ambiant, Manuel Bompard, on parle notamment de cet assassinat d'un jeune fidèle musulman, Aboubacar Cissé, au sein de la mosquée de la Grand-Combe dans le Gard. C'était la semaine dernière. Laurent Wauquiez, mais pas que, accuse aussi la France insoumise d'instrumentaliser ce drame pour relancer son discours sur l'islamophobie. Là encore une fois, un climat extrêmement particulier. Jean-Luc Mélenchon, qui à l'occasion d'une manifestation le disait, l'islamophobie et le racisme sont l'invention des puissants. On a du mal à comprendre exactement ce qu'il a voulu dire. Je vais vous expliquer de manière très simple. Aujourd'hui, vous avez une grande partie de la population qui est confrontée à des difficultés notamment sociales, économiques, et vous avez une petite minorité qui détient le pouvoir, qui détient les richesses et qui ne veut pas partager. Et le moyen qu'utilise cette petite minorité pour conserver son pouvoir, pour conserver ses privilèges, c'est d'essayer de diviser le peuple, d'affronter les gens en fonction de leur religion, de leur origine. Et ça a toujours été un moyen, dans l'histoire, toujours d'essayer de diviser le peuple pour conserver son pouvoir. Voilà ce que Jean-Luc Mélenchon voulait dire tout simplement. Et c'est pas un moyen que vous, la France insoumise, utilisez. Mais précisément non, parce que nous savons que si nous voulons transformer la société, si nous voulons faire en sorte qu'une immense majorité dans ce pays puisse vivre bien mieux que ce qu'elle vit aujourd'hui, nous avons besoin de l'unité du peuple. Et ceux qui cherchent à diviser le peuple, en vérité, empêchent tout changement. Donc précisément, et c'est précisément la raison pour laquelle, et je réponds par là même à Laurent Wauquiez, qu'à chaque fois qu'une personne en France va être assassinée, j'espère le moins souvent possible évidemment, insultée, menacée, en fonction de son origine, de sa religion, de sa couleur de peau, quelle qu'elle soit d'ailleurs. À chaque fois, vous trouverez la France insoumise à ses côtés. Et à chaque fois, la France insoumise, elle protestera. Et qu'aujourd'hui, le fait qu'on dise qu'un meurtre islamophobe dans une mosquée soit inacceptable, le fait qu'on ose demander juste, par exemple, qu'on fasse une minute de silence à l'Assemblée nationale, que ça nous vaille des accusations en instrumentalisation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est notre devoir de le faire. Qui a eu lieu. Évidemment, au début, elle était refusée, il a fallu mettre la pression pour que ce soit le cas. Et c'est une bonne chose que la communauté nationale dans son ensemble rende hommage à cette personne, de la même manière que c'est une bonne chose que la communauté nationale dans son ensemble rende hommage, par exemple, ça a été le cas, heureusement, il n'a pas été
prostituée, évidemment, mais au rabbin d'Orléans qui a été menacé et agressé dans la rue il y a quelques semaines. Et à chaque fois, vous trouverez la France insoumise aux côtés des personnes qui sont ciblées, quelle que soit leur religion, évidemment, quelle que soit leur couleur de peau, qu'ils aient une religion ou qu'ils n'en aient pas d'ailleurs. Donc cette manière d'essayer de mettre en compétition ou en concurrence les souffrances, vous trouverez jamais à la France insoumise des gens qui le feront. On va parler dans un instant, évidemment, de Jérôme Guedj, quand même. Dans les phrases, les formules de Jean-Luc Mélenchon, dimanche, il dénonce l'islamophobie, le racisme. Il manque un mot, antisémitisme. On a toujours l'impression qu'il a vraiment du mal. Mais pas du tout, madame. L'antisémitisme et ne pas utiliser ce mot. Non, mais là, en l'occurrence, vous me parlez d'un propos qui a été tenu à l'occasion d'un rassemblement, qui était un rassemblement après un acte islamophobe. Mais si vous m'aviez interrogé il y a quelques semaines après, je viens de vous en parler, de l'agression du rabbin d'Orléans, je vous aurais dit qu'évidemment, l'antisémitisme fait aussi partie des racismes qu'il faut combattre de la même manière que les autres. Mais certains vous reprochent un manque de clarté sur ces sujets et des prises de position qui ont évolué aussi avec le temps. Madame, franchement, peut-être certains me reprochent, mais écoutez mes mots, je pense qu'ils sont clairs, quoi. Donc je ne peux pas vous dire plus que ce que je suis en train de vous dire là. Si une personne est attaquée parce qu'elle est musulmane, elle aura ma solidarité. Si une personne est attaquée parce qu'elle est juive, elle aura ma solidarité. Si une personne est attaquée parce qu'elle est chrétienne, elle aura ma solidarité, quelles que soient les religions. Et si une personne est attaquée parce qu'elle n'a pas de religion, elle aura ma solidarité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus clair que ça? Et à chaque fois, à chaque moment, vous verrez, indépendamment des instrumentalisations politiciennes pour essayer de s'en prendre à la France insoumise, on veut en faire la responsable de tous les mots. Je pense que mes mots, mes propos, les propos de tous les militants de la France insoumise, ils ne peuvent pas être plus clairs que ça, tout simplement. Sur l'islamophobie, juste, les mots de Jean-Luc Mélenchon en 2015 sont très différents de ceux qu'il a aujourd'hui. C'est vrai. Vous avez lu des propos qui sont ressortis ces derniers jours sur les réseaux sociaux, des propos où il disait que finalement, oui, il conteste le terme d'islamophobie, quoi que je comprenne. Moi, je défends l'idée qu'on a le droit de ne pas aimer l'islam, on a le droit de ne pas aimer la religion catholique, et ce que là fait partie de nos libertés. Mais il y a beaucoup de... il dit sensiblement l'inverse aujourd'hui. Mais pas du tout. Enfin, écoutez, Jean-Luc Mélenchon le dit lui-même, que sur la question de l'utilisation de ce terme, comme beaucoup de gens dans la société française, il a évolué. Mais dénoncer l'islamophobie, c'est-à-dire dénoncer le fait qu'on agresse, qu'on insulte, qu'on attaque une personne en fonction de sa religion, dénoncer ça n'a rien à voir avec le fait d'empêcher qui que ce soit de critiquer une religion. On a tout à fait le droit de critiquer une religion. On n'a pas le droit de s'en prendre à une personne en raison de sa religion. C'est simple. Or, aujourd'hui, les personnes qui sont victimes de ces attaques eux-mêmes dénoncent ce qu'ils appellent l'islamophobie. À partir de ce moment-là, c'est ce terme qu'il faut employer pour dénoncer ces actions. On n'a pas le droit à l'islamophobie, on a le droit de critiquer une religion, toute religion d'ailleurs. Donc cette distinction, elle est très claire, elle est très simple, et je pense que je ne veux pas parler à la place de Jean-Luc Mélenchon, mais je pense qu'il utiliserait à peu près les mêmes mots que les miens. Vous dites clarté, distinction très claire. Néanmoins, Arlette, encore une fois, vous est reproché justement sur ces sujets un manque de clarté. Mais madame, et vous êtes journaliste, je sais pas, j'entends des gens peut-être me le reprochent, mais qu'est-ce que vous avez à reprocher aux propos que je viens de tenir? Sur ces propos-là, non, c'est clair. En revanche, on va relancer en disant il y a des gens qui pensent que c'est pas clair. Si on revient sur ce qu'il s'est passé, et on en parle avec Arlette, sur le défilé du 1er mai, Jérôme Guedj pris à partie, violemment pris à partie et insulté, ça pose question, Arlette. Oui, le Parti socialiste visé, c'est pas rien, il tire de mortier, c'est pas rien quand même. Évidemment. Évidemment, et 4 jours plus tôt, il était à la manifestation, au rassemblement contre l'islamophobie organisé par et lancé par la France insoumise. Il a aussi été appuyé, soutenu. Vous étiez là, mais vous êtes quand même moteur, on va le dire, de ce rassemblement. Il y va, ça fait 2 fois qu'il est obligé de partir en quelques jours. Insulté, il a entendu effectivement, on n'a pas besoin des juifs. Écoutez, donc, franchement, est-ce que vous êtes, vous, choqué de voir qu'on attaque des socialistes, qu'ils soient élus ou militants, c'est exactement la même chose, et effectivement, que l'on insulte un député, en plus qu'il soit obligé de partir. Madame. Quand vous regardez les images, franchement, s'il vous plaît, vous êtes choqué, indigné. Mais moi, j'ai déjà réagi à plusieurs reprises d'ailleurs sur ce qui s'est passé jeudi dans la manifestation, et là aussi, mes propos sont très simples. On a tout à fait le droit d'être en colère contre le Parti socialiste, et je comprends qu'on puisse l'être. On n'a pas le droit d'agresser des militants dans une manifestation, et moi je ne suis pas d'accord, j'ai toujours condamné et contesté le recours à la violence en politique. Donc le fait de... Le choix des mots également, sioniste, dégage... Attendez, on va, si vous voulez bien, distinguer les différentes choses, d'accord ? Donc
vous m'interrogez sur les actes de violence qui ont été commis dans la manifestation de jeudi, et moi j'ai déjà dit, y compris, j'ai pas attendu votre émission pour le faire, que et vous le dites aussi pas sur le réseau, de ne pas nous imputer telle ou telle action. Et je disais aussi, par contre, merci de ne pas nous l'imputer, parce que, pardon, j'ai allumé la télévision jeudi après-midi, on commençait à dire, et sur les plateaux de télévision de manière générale, oui, c'est la France Insoumise qui est derrière. Évidemment, la France Insoumise n'a aucune responsabilité dans ses actions. La France Insoumise est très en colère contre les choix politiques du Parti Socialiste, ça je vous le confirme. Et donc la France Insoumise, elle appelle à régler ses désaccords par la démocratie, tout simplement, et certainement pas par la violence. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Et y compris, il y a des personnes manifestement qui ont été blessées. Bah, évidemment, elles ont ma solidarité et ma compassion. Une fois ceci dit, il faut ensuite pas dire n'importe quoi. Sur la manifestation de jeudi, Jérôme Guedj lui-même dit, 1, ce n'était pas la France Insoumise qui m'a attaqué, 2, je n'ai pas entendu d'insultes antisémites. Donc après, pendant 3 jours... Lui ne les a pas entendus, non, mais il y a eu des insultes antisémites dimanche dernier. Non. Là, il les a entendues. Ah si, ça, non, madame, il le dit, il le redit madame, dans plusieurs papiers. Il faut distinguer... pas jeudi 1er mai, mais madame, dimanche dernier, des insultes antisémites ont été prononcées à son encontre. Celle que je vous disais là, dégage, sioniste, on n'a pas besoin des juifs avec nous. Voilà ce qui a été entendu à l'occasion de ce rassemblement en l'hommage d'Aboubacar Cissé. Que les choses soient très claires. Si quelqu'un a dit on n'a pas besoin des juifs avec nous, c'est inacceptable et évidemment je le condamne. En ce qui concerne la question de la caractérisation de sionisme, là je dis faites attention parce que on a le droit en France de contester le sionisme. Le sionisme, c'est un projet politique. On a le droit de dénoncer le sionisme et ça ne fait pas de quelqu'un qui le dénonce un antisémite. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez y compris des personnes juives qui se caractérisent comme étant des personnes antisionistes. Donc il faut faire attention. Vous dites antisioniste, ça veut dire contre la création de l'État d'Israël? Mais moi, vous allez dans la définition précisément, c'est la difficulté du terme. Oui. C'est que c'est un terme qui peut avoir plusieurs sens. Ça nécessiterait quasiment un débat d'1 heure. Originellement, le sionisme, c'était l'établissement d'un foyer étatique national juif. Ensuite, il y a eu différentes évolutions du sionisme. Par exemple, il y a un sionisme religieux, extrémiste, qui dit cet État doit prendre ce qu'il considère comme étant la région historique, donc la négation de la possibilité de la reconnaissance d'un État palestinien. Ce n'est pas le cas de Jérôme Guedj, par exemple, qui lui veut 2 États. Donc il y a différentes formes de sionisme. Je crois, je ne veux pas parler à la place des gens, et moi-même, vous avez vu, je fais attention avec ce terme parce qu'il a différents sens. Je pense que les gens qui l'utilisent dans le contexte actuel dénoncent une forme de complicité ou d'absence de réaction face aux actions qui sont commises aujourd'hui par l'État d'Israël et le gouvernement de M. Netanyahou vis-à-vis de la population gazaoui. Et donc, on n'a pas le droit d'être antisémite, évidemment, et si quelqu'un est victime d'attaques antisémites, il aura tout mon soutien et ma solidarité. Par contre, on a le droit d'attaquer et de remettre en cause, de contester, de critiquer l'action du gouvernement de M. Netanyahou. Et si je fais cette distinction, je vois bien comment dans le monde, par exemple, c'est ce qu'est en train de faire M. Trump aux États-Unis, comment on essaye d'amalgamer les deux pour empêcher toute critique de l'action du gouvernement de M. Netanyahou. Pardon, mais ça fait 2 mois qu'à Gaza, il n'y a plus d'aide humanitaire qui peut rentrer. Donc on a le droit d'être en colère par rapport à ce qui se passe là-bas. On a le droit d'être ému. On a le droit, y compris, de critiquer le fait qu'une grande partie de la classe politique et de la classe médiatique en France ne dit rien, ne fait rien sur ce sujet. On a le droit de dire que c'est pas acceptable que le gouvernement français laisse faire sans réagir. Et ça fait pas des gens qui le disent des antisémites. Donc il faut faire un petit peu attention à distinguer les choses et à parler précisément. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Pour être tout à fait précis, on ne peut pas accuser le Parti socialiste ni Jérôme Guedj des soutiens du gouvernement de Netanyahou et de l'extrême droite israélienne qui gouverne avec lui. On peut considérer que sur certains moments, certaines déclarations, certaines prises de parole, je ne dirais pas qu'ils ont appuyé ou soutenu le gouvernement de M. Netanyahou, Jérôme Guedj dit pro-palestinien, par exemple, qu'à plusieurs reprises, ils ont contribué à avoir un discours de criminalisation du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Je me rappelle de Madame Delga qui demandait par exemple l'interdiction des manifestations de solidarité avec la Palestine. Et donc on peut légitimement considérer et critiquer les déclarations publiques et ce que dit le Parti socialiste par rapport à ce qui se passe là-bas. On a quand même le droit de le faire. Donc on n'a pas le droit d'attaquer le Parti socialiste, on n'a pas le droit de faire de la violence. Moi je suis pas d'accord avec. Par contre on a le droit de les critiquer, on a le droit de dénoncer leurs positions quand elles sont inacceptables. Oui, PS Parti sioniste, non, c'est pas. Mais moi j'ai pas utilisé ce terme-là. Mais vous le savez qu'il est utilisé par certains. Mais très bien, mais ça ne rend pas les gens qui l'ont utilisé, ça ne fait pas des gens qui l'ont utilisé des antisémites. J'ai envie de vous dire, je vais vous faire une petite plaisanterie entre guillemets.
Mettez François Hollande dans la manifestation et vous verrez que les gens qui critiquaient la présence du Parti socialiste ne le faisaient pas parce que M. Guedj est juif, mais précisément parce qu'ils considéraient que leur position n'était pas acceptable. Ça, vraiment, vous en avez l'assurance. Aujourd'hui, Jérôme Guedj... J'en ai l'assurance. Je n'étais pas présent sur place, donc je n'en ai pas, je ne peux pas en avoir la garantie. Ce que je peux simplement vous dire, et je crois que j'ai été clair aussi sur ce sujet, c'est que si une personne s'en prend à Jérôme Guedj parce qu'il est juif, eh ben, c'est inacceptable et je le condamne. Même s'il est de la France insoumise. Et mais quel qu'il soit, quelle que soit la personne. Non, mais parce évidemment. que, pardonnez-moi, et on va avancer. Mais pardon, il faut faire attention. Oui, mais parfois, on a l'impression... j'ai envie d'utiliser une image. Tous les téléspectateurs d'LCI, voilà, je me mouille, sont pas parfois des gens extrêmement bien. Je sais pas, il y a peut-être dans le lot... chez vous, dans vos rangs, il peut exister des personnes qui ont des comportements inacceptables, intolérables, des antisémites à gauche. Pourquoi ne pas, à un moment donné, clarifier aussi les choses sur ce point ? Le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, ça existe dans toute la société. Et évidemment qu'il peut y avoir dans toute formation politique et dans toute la société de manière générale, des gens qui ne sont pas suffisamment formés à ces questions. Ou des gens... Évidemment que ça peut exister. Mais après, vous êtes journaliste, donc il faut regarder aussi les chiffres, les faits. Que dit la commission consultative des droits de l'homme en France, parce qu'elle fait chaque année un rapport sur la question du racisme et de l'antisémitisme. Elle dit il existe des préjugés antisémites dans l'ensemble de la société, et ensuite elle dit ils sont d'abord positionnés à l'extrême droite du champ politique, ensuite au centre et ensuite à gauche. Et entendre pendant des jours et des jours, comme je l'entends depuis le 1er mai, que en quelque sorte, comme l'a dit Madame Berger d'ailleurs, Aurore Berger, comme l'a dit Monsieur Retailleau d'ailleurs, qu'en quelque sorte l'antisémitisme ça serait la gauche, et ben ça ne correspond pas à la réalité, ça ne correspond pas aux faits. Si aujourd'hui... Entendre Jean-Luc Mélenchon il y a encore quelques mois dire que l'antisémitisme était résiduel dans notre pays, Madame, ne participe pas forcément à une clarté je vais vous dire quelque chose. Et à faire avancer les choses aussi. Soyez juste un peu honnête, ne répétez pas en permanence des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Jean-Luc Mélenchon parlait du mouvement de solidarité avec la Palestine et disait que dans ce mouvement de solidarité avec la Palestine, il n'y avait pas d'antisémitisme, que ce n'était pas le motif de ces mobilisations. Vous devriez faire attention. Monsieur Retailleau, il y a quelques semaines, au Sénat, a dit l'antisémitisme est résiduel à l'extrême droite. C'est les propos qu'il a employés. Vous lui avez pas reproché, alors que ça ne correspond pas aux faits. Parce que ce que je viens de vous le dire, parce que par exemple, le seul député qui siège aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale et qui tenait une librairie négationniste dans lequel on vendait des ouvrages antisémites. Il n'est pas membre de la France Insoumise, il est membre du Rassemblement National. Il s'appelle Monsieur Boccaletti. Parce que les groupes Facebook sur lesquels il y a des propos racistes, antisémites, dans lesquels il y avait une quinzaine de députés, c'était pas des députés de la France Insoumise, c'était des députés du Rassemblement National. Donc moi j'en ai un peu assez, si vous voulez, que la France Insoumise elle soit ciblée sur ce sujet, que la France Insoumise elle soit attaquée sur ce sujet et que par là même on exonère le Rassemblement National de la réalité. Parce que les gens qui ont été condamnés pour insultes racistes, pour incitation à la haine raciale aujourd'hui et qui font de la politique, ils sont à l'extrême droite du champ politique. Il n'y en a pas à la France Insoumise. Et si un jour devait y en avoir un à la France Insoumise, il ne serait plus à la France Insoumise. Vous voyez, c'est simple, c'est clair. Toute personne qui serait ouvertement ou qui exprimerait un propos antisémite, mais évidemment, madame, immédiatement exclu. Non, mais que les choses soient claires. Toujours mieux préciser les choses. Eh ben, je les précise. Et pour l'instant, vous n'en avez pas trouvé. Mais non. Et si ça devait... Mais j'aimerais que tout le monde ait la même clarté. Et pas que sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur l'islamophobie. Que quand M. Retailleau dit qu'il existe des Français de papier, ou quand M. Retailleau dit qu'en France, il y a une partie de la population qui est en régression vers ses origines ethniques. Ça veut dire quoi, ça? Une régression vers des origines ethniques. C'est le terme. Il les a employés, M. Retailleau, je ne les invente pas. Vous êtes d'accord? Ça s'appelle du racisme. Bizarrement, personne ne lui a posé la question. Pourquoi? La question lui a été posée sur notamment ses propos sur l'immigration qui n'est pas une chance pour la France. Donc vous voyez, moi, et mes amis de la France Insoumise comme moi, on se battra toujours pour l'unité du peuple, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie. Toujours vous nous trouverez de ce côté-là. D'abord parce que c'est inacceptable évidemment d'un point de vue humain, et en plus parce que si vous voulez transformer la société, le peuple ne doit pas se diviser, le peuple doit se réunir et se rassembler. Et ben voilà, ça c'est ma ligne politique, et c'est la nôtre, et elle est dans notre programme. Voilà, alors maintenant ceux qui passent leur temps à venir faire des procès à la France Insoumise sur ce sujet, il ferait mieux d'arrêter de faire des procès et d'agir concrètement. Parce que qu'a fait le gouvernement concrètement dans la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme? Combien de millions d'euros ont été débloqués pour avoir des plans de lutte contre le racisme, l'antisémitisme ou l'islamophobie en France? Que ce n'est pas suffisant. Combien? Zéro. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Donc peut-être
faudrait arrêter d'en parler et il faudrait peut-être un peu agir sur le sujet. Manuel Bompard, on fait une rapide pause. On a pris le temps, c'était bien aussi. On a pris le temps de clarifier certaines de vos positions. Dans quelques instants, on reviendra sur le budget. Le budget, gros dossier. Et cette proposition un peu floue, et peut-être quand c'est flou, il y a un loup, de François Bayrou d'organiser éventuellement un référendum sur les dépenses publiques. A tout de suite avec Manuel Bompard. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche, toujours avec Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise et député LFI des Bouches-du-Rhône. Je le disais avant la pause, évoquons désormais cette proposition du Premier ministre qu'on n'avait peut-être pas vu venir. François Bayrou qui, dans le JDD, le dit. Ce qu'il vise, c'est l'adhésion des Français et indique envisager de soumettre à référendum un plan de réforme de l'État et de ses dépenses. Alors on ne sait pas quand, il n'y a pas d'indication de timing, mais... D'abord, Manuel Bompard, qu'est-ce que vous dites à cette proposition de référendum ? Vous plaidez pour l'organisation de référendum. C'est la démocratie et les Français qui parlent. C'est peut-être plutôt pas mal. Vous avez raison. Une bonne idée ? Généralement, je plaide pour l'organisation d'un référendum. Ouais. Et d'ailleurs, si M. Bayrou veut faire un référendum, il pourrait commencer à en faire un, par exemple, sur la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Puisqu'il y a plus de la moitié de la population, vous parliez de sondage d'opinion tout à l'heure, qui le demandent depuis des mois et des mois. Donc vous voyez bien la forfaiture ou la supercherie. Mais si la question de la retraite était intégrée... M. Bayrou ne s'est pas réveillé ce matin en disant qu'il allait être démocrate. Et il cherche juste à faire un coup politique. Donc je ne suis pas sûr d'ailleurs que tout le monde en comprenne vraiment la signification. Si M. Bayrou veut être démocrate sur le budget, peut-être la première étape, ce serait de laisser les parlementaires voter. Parce que pour l'instant, les budgets passent par 49-3. Donc ce serait peut-être la première chose. Et ensuite, tout le monde voit bien le caractère assez loufoque de cette proposition, parce que quelles questions vous allez poser aux gens ? Vous allez leur soumettre un projet de budget, vous allez leur demander s'ils sont pour ou ils sont contre. Mais alors qui va avoir élaboré ce projet de budget ? Monsieur Bayrou lui-même. Donc vous voyez bien que ça n'a rien de démocratique. De manière générale, on a un problème dans ce débat budgétaire, c'est que tout est positionné, orienté sur la question des dépenses. Et que personne n'accepte de discuter du vrai sujet en vérité. Le seul vrai sujet, je vais vous dire pourquoi c'est le seul vrai sujet, les recettes. Parce que quand vous prenez, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, la part des dépenses publiques dans le PIB, elle a baissé. Par contre, les recettes, elles ont baissé beaucoup. Et la vérité, c'est que si... La part des dépenses publiques ont augmenté. Non, elle a baissé dans la part du PIB depuis 2017. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a un déficit aujourd'hui, c'est pas parce qu'on dépense trop. C'est parce qu'on récupère pas assez. Mais on pourrait vous rétorquer, on va y venir sur la question des impôts, juste et des recettes. Vous êtes obsédé, vous dites le gouvernement obsédé par la réduction des dépenses. Vous êtes, vous et d'autres d'ailleurs, obsédés par la question des impôts si vous et de voulez, leur on parlera augmentation. des dépenses aussi, j'ai plein de propositions à faire sur le sujet. Mais je veux juste vous dire une chose, c'est très simple, c'est un chiffre, tout le monde peut le vérifier. D'accord ? Si la part des recettes dans le PIB était restée au même niveau qu'en 2017, aujourd'hui, il y aurait moins de 3% de déficit en France. Donc la solution pour lutter contre le déficit, c'est de créer les recettes que M. Macron a supprimées. Et pourquoi il les a supprimées ? Parce qu'il a fait des cadeaux à une minorité de la population. C'est-à-dire rétablir les SF, par exemple. Évidemment. Établir la taxe. Je vous donne deux exemples pour ne pas être trop long dans le débat. M. Bayrou nous a dit qu'il cherchait 40 milliards d'euros pour l'année prochaine. Je vous propose deux mesures, ça fait 40 milliards. Premièrement, introduire ce qu'on appelle la taxe Zuckman sur les milliardaires. 2% du patrimoine des 147 milliardaires, ça fait 14 milliards d'euros de recettes. Deuxièmement, mettre en place ce qu'on appelle l'impôt universel, c'est-à-dire une mesure qui permet que les multinationales qui font leur chiffre d'affaires en France, mais qui ont recours à des mécanismes d'optimisation fiscale pour aller payer leurs impôts dans d'autres pays, en particulier dans des paradis fiscaux, qu'on les taxe au regard du chiffre d'affaires qu'ils produisent en France. Ça permet de rentrer à peu près 26 milliards d'euros. 14 milliards plus 26 milliards d'euros, ça fait 40 milliards. Et c'est ce qui vous mettrez en place si vous arrivez un jour au pouvoir. Évidemment, pas seulement ça. Mais là, je vous prends deux mesures pour vous montrer. Et contrairement à ce que j'entends, les deux mesures que je viens de vous parler, à part les 147 milliardaires, quel est le Français qui va être impacté par ces mesures ? Il n'y en a aucun. Oui, mais des grandes entreprises qui peut-être prendront la décision de quitter le pays. Mais donc vous êtes d'accord avec l'optimisation fiscale ? Je ne suis pas d'accord avec l'optimisation fiscale, mais sauf que ces grandes entreprises précisément, c'est une mesure pour empêcher l'optimisation fiscale. C'est pas une mesure pour s'en prendre aux entreprises, c'est pas une mesure pour demander à ce que les entreprises payent réellement leur impôt en France. Fiscale, voilà. Mais attendez, pays, vous savez, on parle d'ArcelorMittal en ce moment. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques mois, ArcelorMittal a été condamné par la justice en France ? Pourquoi ? Parce que les sites français de ArcelorMittal payent 1% de leur chiffre d'affaires
au siège qui est au Luxembourg parce qu'ils louent la marque. Sauf que la justice a dit, le problème c'est que l'acier que vous vendez, il n'utilise pas la marque que vous êtes censé louer. La justice les a sanctionnés. Et ensuite, on nous dit, mais les sites d'ArcelorMittal en France, ils sont déficitaires, c'est pas vrai, ils sont rentables. Mais forcément, si vous évacuez le chiffre d'affaires produit en France, que vous l'envoyez au Luxembourg, parce qu'au Luxembourg, on va payer moins d'impôts, mais ça, vous pouvez pas être d'accord avec ça. C'est une mesure malhonnête. C'est une manière de détourner la loi. Et donc, à partir de ce moment-là, la proposition que je vous fais, c'est juste une proposition pour faire en sorte que la loi soit respectée. Juste avec ces 2 mesures, c'est 40 milliards d'euros en plus. Et contrairement à ce que dit le gouvernement, ça va pas toucher les Françaises et les Français. Ça va toucher une petite minorité qui, honnêtement, a de quoi faire et peut contribuer davantage à la solidarité nationale. Parce que sinon, quoi ? On va réduire les remboursements des maladies, on va augmenter le prix des consultations médicales, on va faire travailler les gens plus longtemps, on va baisser leur salaire. Qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Donc moi, je ne suis pas obsédé. Je cherche des mesures intelligentes de justice pour résoudre le problème du déficit en France. Arlette Chabot. Il n'y a aucune dépense dans laquelle on peut tailler. Si vous allez dire les aides aux entreprises, vous allez dire le crédit impôt recherche, tout ce qui vise les entreprises. Aucune dépense de fonctionnement. Il y a des idées qui sont déposées. La ministre du Budget, par exemple, tiens, les agences de l'État. Il y a des doublons. On peut effectivement peut-être regarder ce qui marche, ce qui est efficace, ou vous ce qui ne l'est savez, pas. ce débat sur les agences, il est très malhonnête. Et ça fait depuis plusieurs mois qu'on entend parler des agences, et on dit rarement de quoi on parle. 1200 agences. Oui. Est-ce que vous savez que dans ces 1200 agences, puisque c'est effectivement le chiffre qui est avancé, il y a les universités françaises. Est-ce que vous savez qu'il y a Météo France ? Est-ce que vous savez qu'il y a le CNRS ? On le sait parfaitement, mais parmi ces 1200... Donc vous proposez de supprimer les universités françaises, Météo France ou le CNRS ? Pas du tout, mais il ne s'agit pas de supprimer ces 1200. La proposition, c'est un tiers d'entre elles. Oui, mais attendez... Les fusionner. On donne ce chiffre de 1200 agences et puis on dit que ça coûte des milliards d'euros, etc. Mais l'essentiel des agences, entre guillemets, qui coûtent, c'est celle dont je viens de vous parler. Le reste, c'est rien. Le reste, c'est peanuts. Alors, si certaines agences, parce qu'en plus, il faut réfléchir, il faut dire comment les choses se sont faites. Il y a des choses qui étaient fait intégrer dans les ministères, et il y a eu une logique, moi, j'étais pas d'accord avec ça, qui était d'externaliser en constituant des agences. Et aujourd'hui, on nous dit, on va supprimer ces agences. Mais moi, si on supprime ces agences pour réintégrer les missions de ces agences dans les ministères, j'ai pas de difficulté. Mais sauf que c'est pas ce que propose le gouvernement. Ce que propose le gouvernement, c'est de supprimer ces agences pour avoir recours ensuite au cabinet de conseil ou à des prestations extérieures pour privatiser des missions qui sont des missions de fonction publique. Ça, moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Peut-être que j'écoute ce qu'ils disent. Les fonctionnaires reviendront dans les ministères. Non, madame. Moi, j'ai participé au débat sur la loi sur la simplification de la vie économique et en ce moment à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que j'en ai entendu. J'ai entendu qu'on allait supprimer l'ADEME. Parce qu'on n'avait pas besoin d'émission de l'ADEME, c'est la transition écologique. Peut-être qu'on en a besoin, si je peux me permettre. Qu'on allait supprimer la Commission nationale du débat public. Je sais pas, je croyais que M. Macron faisait des conventions citoyennes qui voulaient plus de démocratie. Précisément, c'est le rôle de la Commission nationale du débat public d'organiser ce type de consultation. Vous ne contestez pas que certains rapports ont été réalisés. La conclusion de certains d'entre eux, c'était certaines agences ne se réunissent que parfois moins de 3 fois par an. La conclusion, c'était ça. Et pourquoi ? Parce que dans le débat, on l'a eu, précisément parce que parfois c'est le gouvernement qui doit les convoquer, qui les a pas convoqués. Donc c'est facile, une fois que vous n'avez pas convoqué, de dire elles se sont pas réunies. Écoutez, franchement, je vais vous dire non, je le conteste et je pense qu'on amuse la galerie avec cette histoire d'agence. Je pense que d'abord c'est la question des recettes. Je vous ai, je pense, fait une démonstration qui à mon avis est assez claire. Et ensuite sur les dépenses, reprenons l'exemple de ArcelorMittal par exemple. Enfin, pardon, mais ArcelorMittal depuis des années et des années touche 300 millions d'euros par an d'argent public. Et aujourd'hui, nous annonce qu'ils vont supprimer 600 emplois. Et vous trouvez ça normal ? Ça justifie une nationalisation, en tout cas, si... D'abord, ça justifie... D'abord, de manière générale, ça justifie qu'on conditionne les aides publiques. Il y a des commissions d'enquête en ce moment au Parlement qui... D'accord, mais on n'a jamais conditionné les aides aux entreprises. Oui, oui, c'est vrai, il y a une commission d'enquête, c'est très bien qu'elle existe. Mais il faut qu'on conditionne ces aides. Et en ce qui concerne ensuite précisément la situation de ArcelorMittal, évidemment qu'il faut nationaliser. Évidemment. Mais pourquoi a-t-on les moyens aujourd'hui, Manuel Bompard, de nationaliser Mais pourquoi la Grande-Bretagne, l'Italie le font ? Pourquoi ? Et nous, on n'est pas capable de le faire. Parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de se le permettre. Mais enfin, franchement, on a des moyens pour acheter des missiles, pour acheter des chars, et on n'a pas des moyens pour acheter une aciérie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, est-ce qu'on a besoin de l'acier ? Est-ce qu'on a besoin de production d'acier en France ? Est-ce qu'on a besoin de ces savoir-faire ? Est-ce qu'on a besoin de ces emplois ? Évidemment qu'on en a besoin. Et donc, si vous ne le faites pas, demain, vous allez devoir acheter l'acier ailleurs, et ça va vous coûter plus cher. Question de souveraineté, finalement. Mais bien sûr, des questions de souveraineté, questions de défense de l'emploi. Je vous ai dit tout à l'heure, combien ça coûte la nationalisation d'ArcelorMittal ? Personne aujourd'hui est capable de calculer ce chiffre. Sans doute plusieurs milliards d'euros. Bon,
300 millions d'euros d'argent public versé chaque année. Depuis 10 ans, ça fait 3 milliards. Donc manifestement, on a des moyens pour faire des cadeaux sans aucune contrepartie aux entreprises, mais on n'a pas les moyens pour rentrer au capital et décider que désormais, on ne laisse pas des actionnaires rapaces pouvoir puiser l'argent public, détruire les emplois, détruire les installations et nous rendre dépendants de la production d'acier d'ailleurs dans le monde. Donc c'est une question de choix politique. On a les moyens. En Italie, en Grande-Bretagne, les gouvernements ont pris des mesures pour dire on a besoin de ces installations. On parle de transition écologique, mais on ne fera pas la transition écologique sans capacité de production d'acier en France. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc vous applaudissez par exemple un grand patron, PDG de Total, qui demande par exemple le remboursement des aides touchées justement par ces grandes entreprises au moment du Covid. Ça vous dit quand elles vont bien. Quand elles vont bien. C'est-à-dire ? C'est ce qu'il a proposé il y a quelques... Oui, mais il pourrait commencer par payer ses impôts en France, très bien. Ouais, donc non, je ne vais pas l'applaudir. Non, vous ne l'applaudissez pas. Non, je ne l'applaudirai pas. Je pense que ce serait bien qu'il commence par payer ses impôts en France. Est-ce que l'État a vocation ou doit absolument, nécessairement nationaliser toutes les entreprises en difficulté ? Vencorex, finalement, le repreneur chinois ou le concurrent chinois a repris l'entreprise, mais... Madame, on aurait dû aussi nationaliser. Évidemment, on ne parle pas de toutes les entreprises. Mais je vous pose la question. On est en train de... Là, vous sur les secteurs. Je comprends, il n'y a pas de problème. Je pense que là, précisément, on prend deux exemples qui sont ultra stratégiques. Vencorex, c'est une entreprise de la chimie à côté de Grenoble qui intervient dans la chaîne de production de la capacité nucléaire militaire française. Donc, heureusement qu'on a besoin de garantir ces capacités d'approvisionnement. Et parfois, il peut y avoir des nationalisations définitives parce que c'est nécessaire. Temporaire. Parfois, il peut y avoir des nationalisations temporaires en disant en attente d'un repreneur. Je vous prends un autre exemple pour évoquer. Je me suis rendu il y a 15 jours dans le Gard à Vergès. Il y a une verrerie. Et qui est, le propriétaire actuel veut vendre. Ils n'ont pas de repreneur pour l'instant. Ils ont peur que la verrerie ferme. On a besoin de fabriquer du verre en France. Donc peut-être que l'État, s'il n'y a pas de repreneur qui se manifeste là, peut dire on va faire une nationalisation temporaire, puis on va chercher s'il y a des repreneurs qui sont prêts à le faire. Moi, notre proposition politique, c'est pas de nationaliser l'ensemble des secteurs de la production. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont stratégiques, qui sont nécessaires, indispensables, et eux, ils peuvent être sous contrôle public parce que par exemple, la question de l'eau, la question de l'énergie ne devraient pas être des sujets sur lesquels on cherche à se faire de l'argent. C'est une manière de satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Puis après, il y a un secteur privé. Personne n'a proposé qu'il n'y ait pas de secteur privé. Mais ce secteur privé, il est encadré par la loi. Il y a un code du travail, il y a des règles. Et si on donne des aides, alors il doit y avoir des contreparties. Aujourd'hui, on marche sur la tête. On distribue de l'argent à des entreprises qui vous disent « Oui, aidez-nous, on va maintenir l'emploi ». Un an plus tard, ces entreprises suppriment les emplois et on n'est même pas capable d'aller récupérer l'argent public. Vous voulez qu'on parle de Michelin ? Vous voulez qu'on parle du secteur de l'automobile qui a été gorgé d'argent public ces dernières années et qui maintenant est en train de détruire petit à petit les emplois. On n'a pas besoin de fabriquer des automobiles en France. Bien sûr, il y a une concurrence terrifiante aussi. Bien sûr, là où vous avez raison, c'est qu'une fois qu'on dit ça, la nationalisation n'est pas la réponse. Elle ne suffit pas. C'est une partie de la réponse, c'est un élément de la réponse. Ensuite, vous devez, sur certains secteurs, avoir des mesures de protection. Parce que c'est sûr que si vous laissez une forme de dumping social, hormis à considérer que désormais les salariés français vont devoir être payés comme des salariés chinois, et ce que je pense que personne ne proposera, hormis à dire qu'on doit supprimer, comme le fait Trump, l'ensemble des réglementations environnementales. Moi, je crois qu'il faut des réglementations sociales, qu'il faut des réglementations environnementales, qu'il faut du progrès social, et donc il faut aussi de la protection sur un certain nombre de secteurs. Mais là, qu'est-ce que fait M. Séjourné sur la question de l'acier ? Il fait quoi ? Il est commissaire européen. Il est peut-être temps de se bouger, non ? Il évoque ce plan peut-être à hauteur de 800 millions d'euros pour aider Arcelor à se décarboner. Ça fait quand même quelques mois qu'il est en responsabilité. Oui. On peut peut-être arrêter de réagir une fois qu'on est au pied du mur et un peu anticiper les problèmes. Nous, ça fait 15 ans qu'on dit qu'il faut avoir un protectionnisme solidaire. Peut-être qu'il aurait fallu nous écouter avant. Vous évoquiez rapidement le président américain Donald Trump. Vous êtes inquiet quant aux conséquences de ces politiques économiques, la mise en place de ces tarifs douaniers. Les perspectives économiques en France sont pas forcément très joyeuses. Les chiffres circulent. Jusqu'à 200 000 emplois menacés, pas directement liés à cette politique économique de Donald Trump, mais une concurrence qu'évoquait Arlette aussi réelle. Madame, vous savez... Que vous évoque aujourd'hui la politique du président américain, économiquement? Je vais répondre sur la politique de Donald Trump, mais je veux juste vous dire que sur les difficultés économiques en France dont vous avez parlé, que je partage, l'OFCE a fait une étude très intéressante en disant que, en gros, les annonces de Trump, elles pourraient être responsables d'un recul du PIB d'à peu près 0,15 points et le budget d'austérité de M. Bayrou de 0,4 points.
Donc pardon, mais s'il y a des difficultés économiques en France, elles sont d'abord dues aux choix politiques nationaux. Au Premier ministre et à son gouvernement. À son budget, à sa politique d'austérité, pour que les gens comprennent, c'est très simple. Si vous réduisez en permanence les investissements de l'État, la participation de l'État à l'économie, ça a un cercle vicieux, c'est-à-dire que ça réduit l'activité économique. Si ça réduit l'activité économique, ça réduit les rentrées fiscales. Et si ça réduit les rentrées fiscales, après, ça augmente encore le déficit. Et vous continuez. Et à la fin, c'est la Grèce. Vous avez un quart du PIB en moins en quelques années, parce que vous vous êtes enfermé dans un cercle d'austérité. Donc il faut faire une politique tout à fait différente. Il faut relancer les investissements, en particulier dans des filières d'avenir, la transition écologique, le numérique, etc., pour produire de l'activité économique. Si vous voulez, par exemple, faire en sorte que le secteur du bâtiment en France se tourne bien, vous faites pas ce qu'on a fait dans les budgets, c'est-à-dire couper dans les budgets de l'écologie, parce que si vous coupez dans les budgets d'écologie, vous coupez dans les budgets de l'aide de l'État à la rénovation thermique des logements, et le secteur du bâtiment, il n'a plus aucune prévisibilité, et donc il arrête, et il est à l'arrêt, et il est en difficulté. Donc vous voyez, ça c'est pour répondre d'abord que la responsabilité est dans la politique nationale. François Bayrou est plus dangereux pour la France que Donald Trump, si on comprend sur le plan de l'emploi et de l'économie. C'est pas ce que je dis moi, c'est ce que dit l'OFCE. Mais vous pensez, effectivement, vous craignez quand même des conséquences de la politique de Trump en termes d'emploi. Bien sûr. Évidemment. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que la politique de Trump, elle est dangereuse. D'abord, elle est dangereuse pour l'économie américaine elle-même, d'ailleurs. Parce que si vous mettez des barrières douanières, ça veut dire que toutes les importations vont coûter beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Et elle est dangereuse, y compris, évidemment, pour la France. Y compris, et en particulier, si on réagit de la même manière. Parce qu'après, c'est une guerre commerciale. Donc, il fait ça, vous répondez pareil, et donc vous créez de l'inflation en France. Si vous créez de l'inflation en France, ça veut dire vous augmentez les difficultés économiques en France. Donc, il faut faire autrement. Et ce que je trouve totalement déroutant, pour être poli, c'est que la Commission européenne ne fait rien. L'Europe ne fait rien. Ça ne fait rien. Il y a ce plan à 50 milliards d'euros. À 50 milliards. Discuter. Regardez. Va enfin être reçu à Washington. C'est bien de discuter, mais parfois il faut agir. C'est intéressant ce que vous venez de dire. On vient d'apprendre que la Commission européenne, elle propose d'acheter 50 milliards d'euros de soja américain pour solder la crise. C'est ça la réponse. C'est-à-dire, Monsieur Trump nous menace. Et nous, on répond par « vous inquiétez pas, ok, d'accord, c'est bon, on va vous acheter 50 milliards de soja ». Enfin, c'est ridicule. Donc, il faut répondre. Et en parallèle de ça, on reporte, par exemple, les taxes GAFAM, alors qu'une mesure intelligente face à l'agressivité de la politique commerciale des États-Unis, c'est d'attaquer le cœur du système américain. Le cœur du système américain, c'est le secteur du numérique, c'est les services numériques qui fabriquent... C'est l'arme nucléaire, dit-on. Donc, il faut l'utiliser. En appuyant sur le bouton, super taxe. Mais non, mais il faut dire on fait une taxe GAFAM, on attaque le cœur du système américain et on rend, entre guillemets, coup pour coup. Mais on rend pas par des mesures dans lesquelles on va se tirer une balle dans le pied. Parce que si on répond 30%, on fait 30%, à la fin on produit 30% d'inflation en France et donc on met en difficulté la population française. Donc il faut répondre de manière intelligente. Je suis affligé par la nullité de ceux qui nous dirigent sur ce sujet, pour être clair. Justement, et on aimerait vous interroger sur la suite, justement, motion de censure ou pas de motion de censure, sur la grève SNCF à venir. Semaine noire pour les usagers. Est-ce que, finalement, il ne serait pas temps d'avancer, comme peut-être le modèle italien, et interdire ces mouvements sociaux de grève à la SNCF durant les vacances scolaires, les moments de pont ? Certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. D'abord, il ne faut pas dire n'importe quoi. On parle pas d'une semaine noire. Toute revendication justifie... Non, mais attendez. Une semaine à l'arrêt, des usagers impossibles de se déplacer. Disons les choses franchement, je comprends qu'on va y faire du catastrophisme, mais on ne parle pas d'une semaine noire, on parle d'un jour férié jeudi, et qu'il y aurait potentiellement, si les négociations n'aboutissent pas d'ici là, vendredi, samedi et dimanche, peut-être des mouvements de grève. D'abord, ça c'est la première chose. Je rappelle que vendredi, peut-être que certains ont la chance de faire le pont, mais les enfants, ils sont censés aller à l'école. Donc en fait, ça concerne une toute petite minorité de la population. Donc il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi, que le pays va être à l'arrêt, etc. Ensuite, vous avez des salariés qui ont des revendications légitimes. Si vous, en tant que journaliste, on pouvait vous dire du jour au lendemain que demain, au lieu de travailler de 10h à midi, vous allez devoir travailler jusqu'à 18h, peut-être que ça vous poserait problème, parce que j'imagine que vous avez peut-être... Ça nous arrive parfois. Vous avez peut-être... Oui, mais vous avez... c'est tous les jours ou toutes les semaines. J'imagine que vous avez peut-être une vie de famille, vous avez peut-être envie de prévoir un petit peu votre vie. Donc, dire, nous, on veut avoir un peu plus de visibilité sur nos plannings, ça me paraît quand même une revendication assez légitime. Je sais qu'on a l'habitude de taper sur la tête des cheminots en permanence. Jusqu'à bloquer, encore une fois, vous parlez, arrêtons d'être catastrophiste. De bloquer, madame.
C'est parce que la direction pas monter dans les trains. Non, mais c'est parce que la direction refuse de discuter de ces demandes qu'à la fin ça se traduit par la grève. Ils se sont pas levés le matin en disant on va faire la grève ce jour-là. Ils se sont levés le matin et ils sont pas levés le matin. C'est des solutions qui portent des demandes qu'ils ont depuis longtemps. Ils ont dit nous on a tel et tel sujet. On veut pouvoir en discuter. Vous voulez pas en discuter? Bon si vous en discutez pas, on va utiliser le moyen constitutionnellement garanti qui s'appelle le droit de grève. Qu'il ne faut absolument pas toucher. Voilà. On vous entend. Évidemment. Alors là, certainement pas. Et quand je vois monsieur le Tabarot, ministre des Transports, qui, la seule chose qu'il savait dans les transports, avant il était vice-président des transports de la région PACA, la seule chose qu'il a faite, c'est d'organiser le fait de passer au privé, à Transdev, le réseau de transport de la région PACA. Et comme Transdev n'était pas capable d'organiser le réseau de transport de la région PACA, c'est la SNCF qui prête les trains à Transdev. Et maintenant, on nous dit c'est la concurrence qui va en profiter. Peut-être que la SNCF, elle pourrait éviter d'aider la concurrence. Et peut-être qu'au moins, ça ne serait pas la concurrence qui en profiterait. Ces gens-là ont organisé une mise en concurrence à laquelle nous nous sommes toujours opposés, et les cheminots en particulier s'y sont toujours opposés. Et aujourd'hui, on nous dit maintenant, il y a une concurrence, vous ne pouvez pas faire grève parce que sinon, c'est la concurrence qui va en profiter. Franchement, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Donc les revendications salariales, elles sont justes pour une entreprise, la seule entreprise de transport en Europe qui fait des bénéfices, la SNCF. Et les revendications sur l'organisation du temps de travail, elles sont justes. Et moi, je les appuie et je les soutiens. Et je dis aux gens, vous trompez pas. Parce que si vous vous en prenez à eux, à la fin, ces gens-là, heureusement qu'ils sont là pour se mobiliser quand on en a besoin. Quand ils sont mobilisés sur les retraites, ils ne sont pas mobilisés que pour eux, ils sont mobilisés pour la société dans son ensemble. Manuel Bompard, on aimerait avec Arlette Chabot, dans les dernières minutes de cette émission, parler de la situation politique et notamment censure ou pas censure, quand? Oui, parce que quand on vous entend, effectivement, vous dites oui, le budget, finalement, ça sera un 49.3, 49.3, ce sera une censure. Vous souhaitez que le gouvernement de François Bayrou, j'allais dire quoi, tombe le plus vite possible? Oui. D'abord, on a déjà déposé 5 motions de censure sur le sujet. Ça vous aura pas échappé. La prochaine, c'est bientôt, parce que quand on vous entend, on dit tout est bon pour déposer une censure. Alors, je vais vous répondre de manière très franche. Vous savez, il y a deux manières de déposer des motions de censure à l'Assemblée nationale. Il y a en réponse à un 49.3, il y a une motion de censure qu'on appelle 49.2, c'est les motions de censure spontanées. Que le Parti socialiste a remis au goût du jour il y a peu de temps. On a le droit d'en déposer 3 dans une session parlementaire. On en a déjà déposé 2, nous les Insoumis. Donc il nous en reste une dernière avant le mois de juin. Nous, on dit les choses très simples. On est prêt à la déposer demain, à partir du moment où tous les groupes de gauche prennent l'engagement de la voter. Parce que sinon, on va la gaspiller. Et nous, on n'a pas l'intention, contrairement au Parti socialiste, justement, de faire des motions de censure pour rien. Mais oui, bien sûr qu'il faut faire tomber le gouvernement. Enfin, cette politique économique nous amène dans le mur. On ne va pas attendre encore 6 mois pour se rendre compte que ça va pas du tout. Ça va pas du tout, on a déjà essayé. Vous ne croyez plus du tout à une élection présidentielle anticipée. Il y a encore quelques semaines, on apprenait que vous envoyiez des bulletins de parrainage à certains élus, à certains maires. On se prépare à faire face à tous les scénarios maintenant. Donc s'il doit y avoir des élections législatives anticipées, on sera prêt. S'il doit y avoir une élection présidentielle anticipée, on sera prêt. Ce que j'observe pour l'instant, c'est qu'à chaque fois que nous avons voulu censurer le gouvernement, le Rassemblement national d'un côté, le Parti socialiste de l'autre, l'ont protégé et ont maintenu en quelque sorte la continuité de cette politique économique. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons eu un désaccord très franc, très grave avec le Parti socialiste, parce qu'on a été élus pour une alternative. Vous attendez le congrès du Parti socialiste? Non, j'attends rien, moi. Non, attendez. Olivier Faure ou un autre. Vous avez regardé ça de près quand même. Et ensuite, vous direz, maintenant, Banco, faut... Non, je le dis dès maintenant, avant le congrès du Parti socialiste. Enfin, pardon, mais les difficultés du pays, elles ne peuvent pas dépendre du calendrier du Parti socialiste. Mais vous croyez encore à cette histoire possible ensemble? Le nouveau Front populaire, c'était il y a moins d'1 an. C'est terminé. C'est enterré. Écoutez, je lis ce que disent. Il y a 3 candidats à la direction du Parti socialiste. Les 3 disent qu'ils ne veulent plus travailler avec la France insoumise. Donc j'en prends acte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais si demain, législative anticipée, comme il y a 1 an... Moi, j'ai été très clair après le refus du Parti socialiste de voter la motion de censure. J'ai dit que s'il devait y avoir des élections législatives anticipées, c'est pas parce que le Parti socialiste a changé de position, a rompu avec les engagements qu'il avait pris devant les électrices et les électeurs, que la démarche de rassemblement sur un programme de rupture que nous avons initié en 2022 avec la NUPES, puis avec le nouveau Front populaire en 2024, s'effondre. Donc nous, on dira les choses très simples. À tous ceux qui ont voté la motion de censure, on peut partir ensemble dans cette échéance électorale sur le programme qui est le programme du nouveau Front populaire. Mais aujourd'hui, je vois bien que le Parti socialiste dit de toute façon, il n'en est pas question. Donc le Parti socialiste a rompu avec les engagements pris devant les électrices et les électeurs. Je le regrette, mais je ne vais pas passer mon temps à le commenter. Bon, moi, je travaille avec mes amis, mes camarades, on travaille à faire
faire grandir, à faire monter, à faire progresser une alternative pour qu'on puisse tourner le dos à cette politique qui fait trop de mal au pays, pour qu'on puisse enfin avoir un pays dans lequel on vit mieux, qui fait face aux grands défis de demain, qui retrouve sa place sur la scène internationale. Et pour ça, il faut se débarrasser de M. Bayrou et de M. Macron. Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir été notre invité. Merci Arlette. Restez avec nous sur LCI dans quelques instants. LCI Midi Week-end. On reviendra sur cette proposition de référendum Premier ministre. À tout de suite.